Comment ça va la santé? Rapport. Eh ben viens, on va te soigner. Chers camarades, vous le vouliez, vous nous l'avez demandé. Les curés de campagne sont de retour. Le pire est à venir dans cette élection. Donc, je vais reprendre mes péroraisons électorales pour cette nouvelle saison. Alors elle sera assez courte, on va essayer d'en faire quelques-uns jusqu'aux législatives pour que vous ayez un peu le dessous des cartes de ce que Jean Lassalle appelle une campagne de merde, et Dieu sait que le roi Jean a raison. Hein, cet homme qui avait dit, et pendant la guerre d'Ukraine il faudrait y penser, « J'ai été élevé face aux loups et aux ours, Poutine ne me fait pas peur. » Donc, nous avons le décompte des candidats. Nous avons même maintenant leur patrimoine. La campagne est lancée et effacée dans le même mouvement parce qu'elle s'efface d'elle-même devant Macron, chef de guerre. Macron, vous le comprenez, ne fera pas de débat avec les petits candidats. Il a le monde à sauver. Il a le monde à sauver entre deux lignes de multivitamines et il aura quelques minutes pour la campagne électorale française. Revenons maintenant sur la totalité des candidats. Michel Onfray se lamentait, à raison, qu'il n'y ait pas de candidat souverainiste dur. Alors lui, ce qu'il aurait voulu, c'est certainement une candidature Kuzmanovic. Georges ne pourra pas, faute de parrainage. Florian, je m'en suis déjà expliqué. Il était très difficile d'avoir à la fois un mouvement social exceptionnel et de débloquer les 150 000 à 200 000 euros nécessaires pour avoir des chasseurs de parrainage. Donc, out les souverainistes durs. Asselineau n'est pas arrivé à avoir ses parrainages non plus, alors que lui avait pu avoir un chasseur de parrainage qui d'ailleurs qui est le même qu'il avait déjà propulsé à la dernière campagne électorale. Mais là, avec les soubresauts des affaires de l'UPR, malheureusement, je crains que ça lui ait coûté très cher, et croyez-moi que je le regrette. Néanmoins, il y a un candidat souverainiste, même si je sais qu'il est de bon ton de le marginaliser, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Comme vous le savez tous, moi, je ne donne jamais de consigne électorale. Vous êtes des grandes filles, vous êtes des grands garçons. Hein. Vous êtes post-pubère, c'est d'ailleurs pour ça que Daniel Cohn-Bendit ne s'attaquera pas à vous. Donc, j'ai pas à vous dire quoi faire. Je n'ai pas à vous dire s'il faut aller voter. Je comprends l'écœurement de beaucoup. Je comprends, et je crains qu'une partie de nos chefs, à des degrés très divers, soit responsable de la désunion de notre camp, et à un moment, eh bien, il faut savoir demander des comptes à ses chefs, et je crains que le temps des comptes arrive assez vite. Voyons les autres candidats. Manu, chef de guerre, qui n'a que 500 000 euros de patrimoine, ce qui veut dire qu'il est nourri, logé, blanchi, avec un salaire de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Nourri, logé, blanchi, c'est vous qui payez, souriez. Et alors, il est possible que monsieur ait des consommations, des consommations, qu'est-ce que je dis? Des postes de consommation, bien sûr, qui coûtent très cher. Ensuite, je rappelle d'ailleurs que la première dame, je rappelle que la France n'a jamais reconnu de première dame, mais a priori, elle en a une. Hein, alors, est-ce la première? Est-ce une dame? Tout le monde se pose des questions là-dessus. Et Brigitte nous coûte très cher. Le douaire de la reine fait qu'elle a aujourd'hui un cabinet à part entière, alors qu'elle n'a aucune charge officielle. Donc, ils ont 2 salaires. Et néanmoins, ils n'ont que 500 000 euros, c'est-à-dire 2 fois le patrimoine de Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière. Nous avons avec Nathalie Arthaud Monsieur Poutou,
qui est là. Hein, Régularisation de tous les sans-papiers. Ils vont pas te laisser passer. Liberté de circulation et d'installation et ouverture des frontières. Je t'en prie, arrête ça tout de suite. Droit de vote des étrangers à toutes les élections. Il est là. Alors vous me direz, pourquoi la France s'enorgueillit d'avoir 2 candidats trotskistes et parfois elle en a même 3, je vous rappelle, hein, quand le Parti des Travailleurs. Eh bien tout simplement parce qu'ils ont des élus locaux dormants ou liges qui ne servent qu'à ça, pour ensuite maintenir les partis trotskistes de 1 à 2% aux élections, ce qui leur permet de vivre éternellement de l'argent public, car je vous rappelle que décocher l'argent public, c'est 50 circonscriptions à 1% pour avoir de l'argent public pendant 5 ans. Et d'ailleurs, nous devrions faire la même chose, c'est-à-dire nous unir pour le financement public que chacun d'entre nous, Génération Frexit, UPR, Patriote, et je pense, vu leurs états, que le Front National et Reconquête devraient y penser, au moins nous partager les circonscriptions électorales. Bon. Jean Lassalle, le roi Jean. Donc là, vous avez notamment, c'est surtout dans les territoires à la campagne, territoires ruraux que vous avez eu les signatures. Alain, là, tu me ramènes un petit peu au Moyen-Âge. J'ai évolué, j'ai acheté un âne. Non, c'est-à-dire que... Sera certainement élu député, parce qu'à mon avis, il se présente avant tout pour garantir son poste de député, car ça lui fait une pré-campagne. Et il a fait voter tous les petits maires ruraux. D'ailleurs, il a choisi un joli slogan, la France authentique, et Dieu sait que le roi Jean porte en lui cette France. Hein, je vous renvoie à ce sketch extraordinaire qui est l'enterrement de Lodos Bicher, son premier enterrement, où 2 curés ont un accident avec le mort, ce qui est génial. Et donc, il est obligé d'appeler les médecins, les curés, les bonnes sœurs, etc. Et regardez, c'est le premier enterrement du roi Jean. Il vient d'être élu maire pour la première fois. Et vous avez du grand Jean Lassalle, comme il y a du grand Mendes. Et évidemment, le roi Jean, il fait de mal à personne. Je sais, on aimerait qu'il entre dans une cause, mais il n'est pas... Vous mettez 100 Jean Lassalle dans une assemblée, vous croyez que c'est encore une assemblée? Voyons. Vous ne pouvez pas faire de parti politique avec le roi Jean. Vous l'aimez pour ça, vous l'aimez parce que c'est un personnage hors norme. Ne lui demandez pas d'entrer dans la norme. Voilà. Évidemment, il n'est pas sérieux sur les sujets, mais on ne lui demande pas d'être sérieux, on lui demande d'incarner un type humain qui ne doit pas mourir. C'est tout. Nous, on est sérieux. Pour le sérieux, on a Philippot, on a machin, on a des gens sérieux, aptes à gouverner. Mais le roi Jean, lui, il est là juste pour nous rappeler que la France existe. Maintenant, nous arrivons, et ce soit dit sans aucun mépris, parce que depuis le début de la Ve République, ceux qu'on appelle les petits candidats apportent énormément de choses. Savez-vous qu'il y a eu la problématique des petits candidats depuis le début, depuis la première élection, 65? Eh bien, je vais vous dire un truc. Est-ce que vous savez qu'en 65, le général de Gaulle avait exigé une égalité de temps de parole parfaite? Pour tout le monde. Il y avait 6 candidats à l'époque. Ils ont eu plusieurs heures chacun, divisées dans les 2 meilleurs moments de la journée pour passer à la télé. À l'époque, il n'y avait qu'une chaîne. 13h, 13h30 et 20h30, 21h. Pour jusqu'à l'avant-veille du premier tour. Et il y avait un candidat, un chrétien de gauche, un mec qui faisait des logements sociaux, hein, qui avait un nom, je crois, Bardu ou un truc comme ça. Nos objectifs sont extrêmement limités. Bien sûr, beaucoup d'entre vous vont me poser des questions sur la force de frappe, vont me poser des questions sur l'enseignement, sur, enfin, que sais-je. J'ai toute la journée été assailli de questions de cette sorte. Je prends donc position tout de suite. Épargnez-vous le maximum de questions de ce genre, parce que je vous répondrai qu'il y a une question préalable
qui gouverne les réponses à toutes celles que vous voulez me poser. Ce qui fait qu'actuellement il y a tant de problèmes, ce qui fait que ne se dégage pas dans le pays une majorité vraie en faveur de telle ou telle solution, c'est qu'en fait, la population, c'est qu'en fait, les citoyens ne peuvent plus participer à ces choix, sont très mal informés quant aux moyens de choisir. Eh bien, De Gaulle lui a accordé le même droit de temps de parole, il fera 1%. Mais lui a eu l'égalité de temps de parole. Donc, c'était visible. Aujourd'hui, rien à foutre. Bon, très bien. C'est pas grave. Hein, nous allons vers le progrès. Nous sommes sur une ère de progrès, comme disait Philippe Val, qui est d'ailleurs lui-même une trace de pneu sur la route du progrès. Nous arrivons au candidat, alors pas encore au candidat sérieux, parce qu'il nous reste Pécresse et Anne Hidalgo. Alors Anne Hidalgo, notre drame de Paris, voyez plusieurs milliers de parrainages, pour rien. Pour rien. Alors, question, pourquoi notre drame de Paris n'arrive pas à convaincre les bobos, elle qui les convainc à Paris? Pour une raison. L'écart de degré de dégénérescence entre le bobo parisien et le bobo de province, et il y a encore un gap à rattraper. Ce gap va être rattrapé par l'émigration et non pas l'immigration. En effet, les bobos parisiens déclassés commencent à immigrer et à pourrir des villes de province, particulièrement deux, Strasbourg et Bordeaux. Donc, pourquoi notre drame de Paris, ça ne marche pas? Déjà, pour une raison, le slogan qu'elle a choisi de campagne, pas celui de l'affiche, parce qu'elle en a beaucoup changé, parce qu'elle a compris que c'était ça le problème. Le problème, c'est qu'à chaque... Anne Hidalgo a deux problèmes quand elle balance un slogan électoral. Un, que ce soit un slogan qui rappelle... Enfin, d'ailleurs, finalement, c'est un problème qui fusionne, hein, si vous voulez, c'est le Gogeta de la nullité. C'est, en réalité, le slogan rappelle que c'est elle qui le dit. Et si vous voulez, c'est double peine, quoi. Si vous voulez, c'est le coup de couteau dans la cuisse et on commence à remuer la lame. Un jour, elle avait dit, qu'est-ce qui fait ma légitimité? Ce que j'ai fait à Paris. Là, vous voyez déjà, quand vous en balancez de ce calibre-là, vous êtes 3 étoiles. Mais par contre, vous vous tirez une balle dans chaque genou. C'est le problème d'Anne Hidalgo. Vous avez autre pub pour le... C'est vrai, parce que cette campagne est une pub défilante pour le féminisme. Madame Pécresse, Madame Taubira, Madame Hidalgo. François Giroud avait dit: il n'y aura plus de ségrégation entre hommes et femmes. Je vous le dis en substance, hein, ce n'est pas le mot exact, mais le sens y est. Le jour où on trouvera nécessaire de promouvoir des femmes idiotes. Et alors, je vous le dis, nous avons fait de grands pas en avant dans l'égalité des sexes. Donc, notre drame de Paris, ça prend pas, mais elle se maintient pour une seule raison, c'est qu'elle ne supportera pas la défaite, alors que là, tous ces réseaux l'ont lâché, y compris Bertrand Delanoë, qui était son principal soutien. Et elle veut, pour avoir une carrière à vie, parce que c'est ça qui l'intéresse, cette maire de Paris à vie, juste prendre la main sur les restes du Parti socialiste pour avoir une boutique à elle, maintenant que... parce que bon, Monsieur Olivier Faure n'est pas, n'entrave pas l'entrée à la tête d'une structure politique. Si vous voulez, Olivier Faure est une porte de saloon. Il s'ouvre assez facilement. Quant à Benoît Hamon, il est parti dans une ONG sorosite, plus près de la caisse, plus loin de Dieu. Enfin, de Dieu, peut-être, mais d'Allah, pas sûr. Donc, on se rapproche des affaires de tête. Qu'est-ce que vous comptez faire? N'importe quoi, comme d'habitude. Nous avons M. Jadot. Alors, M. Jadot, la campagne est longue pour M. Jadot. Très longue. Vous me direz pourquoi il est là. Personne ne le sait, mais lui, je pense qu'il le sait. Yannick Jadot veut deux choses. Premièrement, Yannick Jadot, ne l'oubliez jamais, n'est pas issu de la structure traditionnelle des Verts. La structure traditionnelle des Verts se divisait en trois.
écologie et carriérisme, écologie et nullité, écologie et sarcasme. Donc écologie et carriérisme, ce qu'on appelait le placéisme, hein, n'est-ce pas, de Jean-Vincent Placé. C'est important. Non, c'est pas important, je trouve ça honteux. Mais non, mais c'est bien de l'avoir Je dit. me tire d'ailleurs, on me fait chier. Mais non, Si, monsieur si, Placé, si. restez là. Non, Non, monsieur j'ai Placé. pas du tout envie de faire des émissions de ce type-là. Jean-Vincent. C'est important de discuter avec je nous trouve de ça votre lamentable. semaine. Ça Mais non, m'intéresse pas. Jean-Vincent Placé, vous pouvez pas partir. C'est comme ça. On fait juste une enquête, on pose les questions, y compris celles qui grattent, pas plus sur vous Non, que sur celles de c'est pas une personnes. enquête. Qui a eu quelques ennuis, hein, donc il s'est mis un peu au vert, c'est le cas de le dire, parce que dans une flamme déclamatoire et une licence poétique, il avait demandé à une impétrante dans un café si elle aurait voulu sucer les valeurs de la République. Donc, et quand le vigile du café commence à lui dire qu'on ne parle pas comme ça aux dames, il répond tout plein de cet humanisme de gauche antiraciste qu'il est député et qu'il va lui faire vérifier sa carte de séjour. Donc, mais le courant écologie et carriérisme existait. Vous avez écologie et sarcasme, ce qu'on appelait le mamérisme, donc de Noël Mamère. Hein, Les enfants de par là ont la mémoire des rues. le fameux slogan, un Noël Mamère, nul ne sait à quoi il sert. Mais aujourd'hui, et bien sûr, écologie et nullité, ce qu'on appelle le voinétisme, hein, la fameuse chasse à la voinette sauvage que nos amis chasseurs connaissent bien. Yannick Jadot n'est pas du tout sorti de là. Il est sorti des ONG environnementales sorosites où un grand mal alpha comme lui s'engage par l'amour des pandas, je ne sais pas, mais par amour du gibier, c'est sûr. Mais je ne vous dirai pas lequel, parce que la morale le réprouve. Or, la campagne est longue pour M. Jadot. Il est cornaqué par M. Mélenchon, qui est notre client suivant. Et lui, de toute façon, il veut deux choses. Premièrement, il voudrait déjà avoir un petit ticket pour refaire une élection européenne ensuite, parce qu'il veut rester député européen à vie, ce que je comprends. Hein, 15 000 € par mois quasiment non imposés. Alors au passage, je le rappelle, parce que les fact-checkers vont venir m'emmerder, c'est 6 500 € de traitement de base si on a un certain nombre de jours de présence. Même Jean-Marie Le Pen, qui était absent les 3/4 du temps, est arrivé à avoir son traitement complet. Et ça, je le sais, vu que moi, j'y ai été 5 ans, hein, contrairement à vous, amis fact-checkers. Hein. Et ensuite, il y a 400 € par jour effectif de présence, la journée de travail effective étant de 4 heures. Il y a des tas de moyens d'ailleurs de la truander, mais je ne vous donnerai pas tout de suite, il faut que vous en ayez pour votre argent, les secrets de la salsa. Et bien évidemment, les 4 000 € de frais généraux, donc 6 500 plus 4 000, 10 500, plus à peu près 4 000 € donc de journée de présence effective, un gling-gling. Hein, c'est quand même le seul métier que je connaisse où on est payé pour être et payé pour bosser. Hein, et bien évidemment, jamais évalué. Bon, très bien. Les députés nationaux en faut beaucoup plus. Hein. J'avais dû m'excuser auprès d'un ancien député républicain, M. Jacques Millard, parce que je lui avais dit que je trouvais qu'ils étaient cher payés pour ce qu'ils faisaient, mais quand j'ai vu le Parlement européen, je demande bien pardon. Donc, Monsieur Jadot attend aussi. Il attend un peu comme ces gens en 78 qui venaient à Paris pour voir Emmanuel. Alors, ce n'était pas le même Emmanuel, hein, c'était le porno Emmanuel. Mais il attend Emmanuel parce que devenir secrétaire d'État au développement durable, d'ailleurs au carreau trapé, au potiron, au machin, mais Jadot n'attend que ça. Parce que la campagne est longue pour Monsieur Jadot, il en a marre, ça se voit. Et il en a marre grâce à une des révélations politiques de cette année. Je ne peux pas ne pas parler d'elle. Je ne peux pas ne pas parler de Sandrine. Sandrine, elle est en surface, c'est de l'art. Je pense qu'il y a une forme d'intelligence. Si tu veux, tu vois, c'est un peu comme dans Alien ou dans Predator, quand tu te rends compte que l'animal que l'être, un visiteur venu d'ailleurs mais intelligent, tu vois. Tu vois. Alors, il est vrai que quand on écoute Sandrine au début, on n'est pas dans Alien, on est plutôt dans la soupe aux choux, question extraterrestre. Mais c'est pas tout à fait le même.
En réalité, il y a une forme d'intelligence parce qu'elle elle est formidable. Elle veut tellement nuire à Jadot, je ne sais pas ce que M. Mélenchon lui a promis, hein, mais elle veut tellement nuire à Jadot qu'elle arrive à le faire, tu vois, qu'elle sécrète l'anti-jadoïsme, tu vois, comme le corps sécrète la sueur. Elle est extraordinaire. La politique à présent, à force de tirer contre son camp, elle a fini par prendre un carton rouge et par se faire sortir de son équipe. C'est Sandrine Rousseau, ex-présidente du conseil politique de Yannick Jadot, qui est l'invitée de Jeff Wittenberg. C'est les 4V, bonjour et bienvenue à tous les deux. À chaque phrase, une connerie, un style inimitable. Il y aura la patte Sandrine. Elle est dans l'histoire, tu vois, par l'escalier de service, mais peu importe. Elle a pourri la campagne de Jadot juste par des vannes sans jamais le prendre lui pour cible. Elle est phénoménale. Alors par contre, pour ceux qui ont Telegram, vous avez peut-être vu passer le mot Telegram du directeur de campagne de M. Jadot adressé à Sandrine Rousseau, qui a été rendu public sur différents groupes Telegram, certainement par Sandrine Rousseau elle-même, ou par quelqu'un de son entourage, où le directeur de campagne de M. Jadot est on ne peut plus menaçant. D'où le fait qu'on exclut Sandrine de la campagne, et tout de suite, elle a ce mot d'anthologie. Non, tu vois, au niveau quasiment de Luc, je suis ton père, elle dit, à ELV, j'en ai marre des réunions du Ku Klux Klan. Là, turlututu, chapeau pointu. Là, c'est... Premièrement, bon, déjà, ça marque l'américanisation des esprits, parce que je rappelle que la menace d'extrême droite terroriste au monde n'est plus incarnée par le clan depuis les années 60. Le clan est l'une d'ailleurs des seuls groupes violents d'extrême droite à continuellement régresser au point aujourd'hui d'admettre les minorités dans ses rangs à une condition, c'est qu'au moins ils soient islamophobes. Il y a toujours une base quand même. Hein. Et alors ils ont gardé, Benoît Poulvord, je crois, on avait fait un sketch, ils ont gardé l'attirail, etc. Et donc Sandrine Rousseau voit des Klansmen, AELV, Europe Écologie Les Bruns, et ça c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que d'imaginer Yannick Jadot en grand dragon du Ku Klux Klan, je dois dire, bravo. Sandrine, le stand-up t'attend. D'ailleurs, il paraît que le théâtre de la Main d'Or n'a pas été repris, alors si tu veux, nous avons déjà un lieu où te produire. Elle est fabuleuse, elle est absolument fabuleuse, et elle est en train de bousiller les Verts comme nous ne sommes pas arrivés à le faire, donc Sandrine, si tu m'entends et si tu comprends, merci. Hein. Et d'ailleurs, j'ai un bon copain qui aimerait faire une version caméscope de Mississippi Burning. Alors si tu as un ou deux membres d'ELV qui peuvent venir en tenue, hein, et je dis aussi bravo au mec qui a fait ce mème extraordinaire où des pauvres noirs courent poursuivis par des Klansmen et qui est marqué ELV, tractage à la goutte d'or. Ça, merci. Vous avez du talent, je vous aime. Merci. Comme il va bien le vieux. Nous arrivons à Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon va nous donner une grande leçon. Une grande leçon qui n'a pas été comprise, malheureusement, je pense, entre autres, malheureusement, par Éric Zemmour. On vous dira que Vladimir Poutine a tué la campagne française. Il a aussi tué le Covid, parce que, ce qui est normal, il est ceinture noire de judo, 4e dan de Cali. Cali, c'est un art martial, je crois, philippin. C'est méchant, les mecs qui font ça sont des mecs méchants. C'est comparable au penchat silat indonésien, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un truc de... C'est fait pour que... C'est collé à sa morphologie. Vous savez, Poutine, c'est un homme qui n'est pas petit. Enfin, il n'est pas sarkozyste. Mais, si vous voulez, mais il est Rabelais. Et c'est un très bon judoka. Donc c'est quelqu'un qui a un centre de gravité très bas et qui est fait pour attaquer des gens plus grands que lui. Et il a donc pris le Kali, parce que le Kali, comme le penchat silat, ont été faits, entre autres par le penchat silat par les Indonésiens, pour attaquer les colons hollandais qui étaient réputés être plus grands qu'eux. Donc c'est pour ça que c'est un truc où on se colle à la personne, coup de coude, coup de genou, etc. Donc Poutine est un mec méchant. Donc il a réussi à tuer le Covid d'une main, et là il vient de tuer la présidentielle française de l'autre. Et le problème, c'est que tout le monde, tous les poutinistes, vu qu'on nous appelle les poutinistes, devraient baisser. Ben, c'est pas le cas.
Les anti-poutinistes ne montent pas tous. Tous les cris et les SOS terminent toujours en Pécresse jusqu'à preuve du contraire. Et elle dévisse. Pourtant, elle fait de l'anti-Poutine tous les jours. Tu vois, Moi, je le dis aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux. Nous avons aujourd'hui, en Russie, avec M. Poutine, un ennemi de la France, un ennemi de l'Europe. Elle va lui balancer Christian Jacob en parachutisme. Elle peut même faire pire. Elle peut menacer Moscou de le raser en l'écrasant sous Gérard Larcher. Attention. Triple sauce à la rescousse. Donc, Mélenchon ne baisse pas et même enclenche le vote utile à gauche. Il est légèrement contrarié. Pourquoi ? À cause de Roussel, qui est vraiment la révélation de cette campagne, quoi qu'on en pense. Excellent candidat, excellent débatteur, excellent meeting. Et il a énormément modernisé le programme. Il n'a pas encore purgé le parti. D'ailleurs, je lui dis, Fabien, camarade, si tu m'écoutes, n'oublie pas que, comme disait le camarade Staline, grand homme, je pense à toi, le parti se renforce en s'épurant. Et si tu prends cette phrase, que tu penses à Oncle Joe très fort, et que tu penses à Yann Brossa après, tu feras quelque chose qui plaira, peut-être pas à Dieu, mais au prolétariat. Réfléchis-y. Et malheureusement, le programme de Roussel, alors évidemment, il n'a pas encore fait d'Argenamento intéressant. Il n'a pas fait de sérieux sur l'Union européenne, entre autres. Mais, avec son éloge de la France, qui lui a valu quand même que des gauchistes le menacent de mort parce qu'il aime le rumsteak. Moi, j'en ai marre de tous ces tristus qui nous disent ce qu'il faut manger, comment il ne faut plus se déplacer, comment on n'aurait plus le droit d'avoir une maison, comment... Enfin, ça suffit. Là, dernièrement, j'ai même entendu celui qui nous dit qu'avec lui, président de la République, il rendrait plus cher tout ce qui est gras, salé et sucré. Oh Dieu, fini la Copa, fini les panis à Marseille, fini les frites dans le Nord, terminé. Mais on va manger quoi? Du tofu et du soja? Enfin. Mais ce que je dis aussi, c'est que je préfère, moi, qu'on mange moins de viande, mais qu'on en mange tous, et qu'on en mange de la bonne, de la produite en France, sur des systèmes herbagés, en plein air, pas en batterie, une bonne vieille viande issue de chez nous. Si on doit purger les gens pour Charal, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Mais, enfin, moi, je n'étais plus, je n'ai jamais dérapé. Je suis hors piste depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, si tout le monde va sur le hors-piste, qu'est-ce qui va me rester? C'est comme quand je pense à mon pauvre Greta Bibian face à Sandrine. On ne peut plus se foutre de la gueule de Sandrine après Sandrine elle-même. Ben là, c'est pareil. Le fascisme commence dans l'assiette. Déjà qu'on avait dit que la langue est fasciste, et ça c'était Roland Barthes. Maintenant, même la fourchette s'y met. Trahi par nos propres ustensiles de cuisine. Roussel est un véritable problème pour la dynamique de vote utile à gauche de Mélenchon. Un véritable problème. Et sur un point central, il a ressuscité l'état stratège à l'extrême gauche, Roussel. En parlant de quoi? Du programme électronucléaire. Et Mélenchon, mais bien sûr que Mélenchon veut pas la transition écologique, il s'en fout. Mélenchon est un homme de gauche autoritaire. Lui, ce qu'il aime, c'est la géopolitique, c'est l'armée. Si vous voulez vous en persuader, revoyez l'extraordinaire passage en commission des affaires étrangères d'Hélène Carrère d'Ancos sur la Russie il y a quelques années. La vidéo est ressortie sur Internet il n'y a pas longtemps. Et vous avez un moment Mélenchon qui l'interroge. Et vous voyez tout de suite à quel point Mélenchon touche à bille. Je compatis aux efforts qui vous sont imposés chaque fois que vous faites une description, de la sortir à intervalles réguliers du refrain, mais ça ne veut pas dire que je soutiens Poutine, mais ça ne veut pas dire que... Tellement la pression idéologique qui s'exerce sur nous est terrible. Vous avez raison de dire, j'étais parlementaire européen, j'ai pu le constater, que la soi-disant Nouvelle Europe exerce une pression absolument terrible liée à l'histoire profonde, mais que pour autant, c'est pas une raison pour que les Français y cèdent, parce qu'eux aussi ont une histoire profonde, et dans cette histoire, la preuve a été administrée 10 fois qu'il n'est de bonne politique pour nous qu'en partenariat avec la Russie, qui ne peut et ne doit jamais être un ennemi, quel que soit son régime,
Et l'histoire en atteste, le général avait reconnu la Chine populaire et pacté avec Staline, qui n'était pas pour lui une référence idéologique. Mais vous voyez bien que Mélenchon, on n'a rien à foutre. Enfin, oui, doit avoir un sentiment écologique comme nous tous. Enfin, personne ne veut faire du mal aux pandas. Tu vois, Mais, par contre, dans l'amour pour le cosmos, il y a aussi la reconnaissance des espèces invasives, comme les lecteurs macronistes, dont jamais on ne réduira assez le nombre. Bon. J'ai pas dit par quel moyen, donc n'appelez pas les flics. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc, que se passe-t-il? Mélenchon bute là-dessus, et lui, il est obligé d'en rajouter dans la transition écologique. On sait très bien que c'est pas faisable. Revoyez Fabien Bouglet, revoyez... Là, aujourd'hui, la masse de documentation est gigantesque. Mais pour une raison qui est assez simple. Il doit tuer Jadot. Et là, je pense que Mélenchon fait une double erreur de parallaxe. Autant les hommes de Roussel peuvent lui revenir, mais là, ça bloque. Ça bloque, pourquoi? Parce que Roussel joue au Mélenchon de la dernière fois. N'oubliez jamais que Mélenchon a fait la meilleure campagne parce qu'il était national-populiste et que lui, la trahison de la souveraineté lui a coûté... Il était à 19, quasiment. Il est à 13. Et encore, ça lui a coûté 7 points. C'est la marge de Roussel. Il est déjà à 5. Il y a encore 2% dans la nature. Peut les prendre. Il a fait une excellente campagne, faut le dire. Et en plus, très difficile, parce que je vous rappelle quand même le cadre de cette campagne. C'est une campagne pour le président sortant. Donc c'est une campagne courte par définition. En plus, une campagne avec la peste, Poutine, et face à un homme qui n'a aucun respect du cadre démocratique, Emmanuel Macron. Il ne respectera pas les débats, il ne respecte pas l'égalité de temps de parole, et je pense qu'il a une déclaration de patrimoine qui est, disons, c'est même pas bien fait, si vous voulez. C'est juste du foutage de gueule. Et malheureusement, Mélenchon a du mal à reprendre ces airs républicains et nationaux-populistes d'antan. Pour une raison, c'est qu'il est tenu par la structure de la France insoumise. Il a essayé de la noyer en créant le fameux sa nouvelle plateforme. Mais malheureusement, ça ne prend pas. Je vous l'avais annoncé d'ailleurs, rappelez-vous. Je vous avais dit il y a 2 ans que Mélenchon tenterait de détruire la France insoumise. Malheureusement, il est toujours cornaqué par les réseaux indigénistes, Clémentine Autain, Obono, les baltringues, et que dans son dos, eh bien, les dents s'aiguisent parce que c'est la dernière campagne du Vieux Lion. Il y a 2 paires de quenottes qui raillent un peu le parquet. Poil de carotte, Katenen, et Ruffin, que d'ailleurs est aux abonnés absents depuis le début de la campagne. Si quelqu'un le voit, enfin, qu'ils disent quand même qu'à un moment, s'il veut la caisse, il faut quand même qu'il s'en rapproche avant de la piquer. C'est la technique du voleur chinois. Hein? On vient pas... Enfin, si tu veux, la caisse, tu l'attrapes pas comme Hollande en scooter sur la fin. Pour te barrer, tel François Fillon à 20h02 après avoir appelé à voter Macron, pour retourner être le Steve McQueen de Sablé-sur-Sarthe. Bon, très bien. Mais Mélenchon fait quand même une erreur de parallaxe parce que l'électorat majoritaire, tant d'Hidalgo, que ceux qui s'apprêtent à voter Taubira, que ceux de Jadot, n'iront pas nécessairement vers lui. Une partie de l'électorat à Jadot peut très bien basculer chez Macron directement. Une partie de l'électorat de Taubira, anciennement Taubira, ira plus chez Jadot que chez Mélenchon, et c'est la même chose pour les gens d'Hidalgo. Parce qu'il n'est pas... Alors, Hidalgo ira certainement au bout de la campagne. Le problème, c'est que là, elle risque l'humiliation. Or, elle, ce qu'elle veut, c'est être maire de Paris à vie. Au-dessous de 2%, ça va être compliqué quand même. Hein. Donc, la dynamique de vote utile à gauche marche quand même. Et surtout, la crise russe n'a pas tué Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'il a assumé ses positions. Zemmour, par exemple, est revenu sur les siennes. Jamais faire ça. Jamais. Marine Le Pen, ça lui a rien coûté quasiment. Ça n'a coûté qu'à Zemmour parce qu'il a fait machine arrière. La baisse de Zemmour n'est pas du tout liée au poutinisme en soi. Tu vois? Et justement, c'est les 2 clients qui nous restent. C'est les 2 clients qui nous restent. Je crois qu'on a parlé de tous.
Il nous reste Zemmour-Le Pen. Pas de questions? Moi j'en ai une. Marine est haut, mais elle est beaucoup moins haut qu'avant. C'est-à-dire que la trahison des sujets sérieux lui a quand même coûté très cher. Son appareil, il n'y a plus rien dedans. Elle n'a plus d'expertise, plus rien. Elle a redressé son équipe de com. Mais surtout, elle essaye de parler au minimum. Elle ne pourra pas être aussi nulle si elle est dans un débat de second tour. Et donc, comme elle sera nulle parce que Macron l'écrasera, elle connaît rien, elle ne travaille pas. Mais il ne peut pas l'écraser autant que la dernière fois. Parce qu'elle, elle va faire les fiches de Philippe Ollivier, c'est-à-dire elle va égrener un programme qui n'en est pas un, qui est un programme de droite, basique, idiot, et en réalité, elle va passionner personne. En réalité, le deuxième tour, c'est surtout l'abstention qui est... Moi, je l'ai dit depuis un an, la seule chose qui va être intéressante dans cette élection, c'est avant tout l'abstention. Et surtout l'abstention du deuxième tour. Bon, très bien. En plus... malheureusement, Marine va, comme elle n'a quasiment, à l'exception de Bardella, mais Bardella il attend son heure. Elle n'a quasiment plus de porte-parole digne de ce nom. Enfin, quand on en est à comment il s'appelait là, celui qui avait posé pour Tétu là, qui avait refusé une femme voilée dans son truc, qui s'était fait jeter. Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, au nom de nos principes républicains. Comment Julien Oudoul, voilà, Oudoul. Donc bon, on est dans le pas grand-chose, en fait. En plus, Marine Le Pen, son parti est ruiné. Si elle réussit, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est un duel à mort entre elle et Zemmour, pour une seule raison. C'est que celui qui arrivera au premier, va avoir la même dynamique que... c'est simple, hein, on a essayé de refaire le coup Le Pen-Sarkozy. Or, Le Pen-Sarkozy, ça s'était terminé comment? Le Front National avait été séché aux législatives. Je vous rappelle que le remboursement de la présidentielle y est lié. Hein. C'est sur la législative qu'on refait la caisse. Hein. D'accord? Et alors que c'était pas tout à fait le même camp. Hein, Florian Philippot l'explique très bien, ça. Alors que là, celui des deux qui arrivera en premier, que ce soit Reconquête ou le Front, va saigner l'autre aux législatives. Et c'est la ruine pour le perdant. Reconquête peuvent plus facilement survivre parce qu'eux, ils ont une caisse assez lourde. Mais néanmoins, s'ils vont tous à l'autodestruction, ils risquent d'avoir de députés de personne. Il faut bien l'avoir en tête. Parce que comme il y aura des désistements mutuels LR en marche, si on arrive dans des triangulaires, on est mort. On est mort. Avec un candidat Reconquête, un candidat Front, on est mort. Il faut être très clair, on est mort. Bon. Et maintenant, le Z. Qu'est-ce qui fait baisser le Z? J'ai une hypothèse. Je pense que ce qui se retourne contre lui, c'est sa stratégie d'avoir parié sur la bourgeoisie patriote. Je vais emprunter les mots, parce que j'ai eu les mêmes il y a quelques semaines, et on me l'a reproché, parce qu'on dit que je suis méchant et violent. Alors... dites-moi des choses que je ne sais pas déjà. Bon, merci. Je vais emprunter les mots de mon ami Régis de Castelnau. La bourgeoisie, après s'être encanaillée avec Zemmour, et s'est encanaillée longtemps pour une seule raison. C'est que pour la bourgeoisie, il n'y a pas de risque socialisant dans cette élection. Mélenchon ne peut pas être élu. Et Marine n'a plus de programme social, ni réellement progressiste, vu qu'elle ne veut pas toucher à l'Union européenne et que maintenant elle est à 4 pattes devant. Donc pour la bourgeoisie, il n'y a que des candidats de la rente, de l'anti-France. C'est-à-dire des gens qui, même s'ils disent aimer la France, ils ne touchent à rien à l'équilibre social. Donc on pouvait rester avec Zemmour assez longtemps. On n'a pas de problème. Pour la bourgeoisie, Macron, c'est la droite. Pognon.
Zemmour, c'est la droite pognon, Marine, c'est la droite pognon, Pécresse, c'est la droite pognon. On n'a aucun risque. C'est pour ça que Zemmour n'est pas tombé avant. Mais là, dans les dernières semaines, la bourgeoisie s'en est mis plein les narines, elle s'est encanaillée au bordel, maintenant elle rentre dans le lit conjugal, et elle va évidemment dans le lit conjugal le plus grand qui est celui d'En Marche. C'est pour ça que plus Zemmour tombe, plus Macron augmente, vous avez remarqué. Et tout simplement, parce qu'ils ne vont pas repasser par les Républicains. Quand on retourne dans le lit conjugal, on retourne là où les draps ont été changés. Hein, comme disait Thierry Leluron, imitant Raymond Barre, sans se laver, c'est dégueulasse. Et Giscard? Oh bah vous savez, toujours le même. Il saute de la chasse aux fêtes. Non. Ah oui, oui. Et quand il a fini, des fêtes à la chasse. Oh, sans se laver. Mais c'est dégueulasse. C'est bien les aristocrates, vous savez qu'ils descendent Louis XV. Ah bon? Par l'escalier de service. Enfin bref. Donc, voilà, à mes yeux, pourquoi Éric tend à baisser, même si il faut reconnaître un fait, c'est que les jeunes qui sont autour de lui ont fait une très très belle campagne. Qu'il est très bon dans les débats, mais ça c'est quand même pas une grande nouveauté. Et que tous ces jeunes ont réussi à créer une vraie chaleur, une vraie ferveur, et c'est ça qui devra survivre. Voilà grosso modo mon œil de la semaine sur cette campagne électorale. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.